Donc je présente nos invités. Maryline Desbioles, qui est écrivaine, romancière, auteure de nombreux livres, la plupart parus aux éditions du Seuil, dans la collection Fiction et compagnie, qui fut fondée par Denis Roche. Denis Roche, écrivain et photographe lui-même, auquel Maryline d'ailleurs a rendu hommage dans un petit ouvrage intitulé « Le bleu du ciel n'est pas toujours rose ». Et parmi ces livres, plusieurs sont consacrés à des artistes ou inspirés par eux. Par exemple, Vallotton est inadmissible, c'est aussi un clin d'œil à Denis Roche d'ailleurs, qui avait écrit La poésie est inadmissible, ou encore Les draps du peintre, d'un peintre non nommé, consacré à un artiste que la jaquette néanmoins révèle en reproduisant une œuvre de Jean-Pierre Pincemin. Jean-Pierre Pincemin, peintre, graveur, sculpteur, membre du groupe Support Surface. Nous aurons à revenir sur cette appartenance. Il y a aussi Le Beau Temps, qui est un ouvrage consacré à un compositeur, cette fois, Maurice Jaubert, collaborateur des films de Jean Vico, de Marcel Carnet, de Jean Renoir, de René Clair, de Truffaut également. À quoi s'ajoutent de nombreux textes, préfaces d'exposition, accompagnement de catalogue, textes en revue consacrés à l'art, et qui sont pour la plupart, sinon tous, rassemblés dans ce volume Écrit pour voir, paru aux éditions de l'Atelier Contemporain. Et puis aussi, de temps en temps, c'est des volumes, notamment celui-ci, que j'ai plaisir à souligner, qui est consacré à Bernard Pagès, lui-même aussi ancien membre de Support Surface et sculpteur. Il se trouve que nos deux invités ont écrit sur Bernard Pagès, et que Maryline, je ne sais pas si je fais une intrusion biographique un peu sévère, mais partage la vie de ce sculpteur, donc elle est aux premières loges pour observer son travail. Yves Ravet, alors Yves Ravet, peut-être sa présence peut paraître paradoxale à ceux d'entre vous qui le lisent aux éditions de Minuit, où sont parus ses romans et la plupart de ses pièces de théâtre, car dans ses romans, dans ses pièces de théâtre, il ne semble pas être beaucoup question d'art, et notamment de peinture, ou des choses qu'on a pu visiter ensemble aujourd'hui. Mais, outre qu'il a enseigné lui-même l'art, et qu'il dessine d'ailleurs pas mal, j'ai vu ça sur quelques dédicaces qu'il a eu la gentillesse de me faire, Yves Ravet a beaucoup écrit sur l'art, dans des catalogues également, par exemple celui-ci qui est consacré à Thierry Géhin, qui s'appelle Le Balcon, mais aussi sur Rothko, sur Philippe de Champaigne, sur la peinture italienne, dans des textes parus ici ou là, demeurés parfois un peu confidentiels, qu'il tarde à réunir, nous l'en pressons, et de faire paraître dans un volume qui les rassemblerait. Mais nous verrons que cette apparente réserve dissimule en fait des influences souterraines, et ce sera un peu l'objet de cette table que d'essayer de les faire apparaître. Avant de commencer sur ces influences souterraines, je voudrais commencer par deux petites questions anecdotiques, une à chacun. Maryline, je t'avais invité dans une précédente session de mon séminaire ici, et tu avais évoqué un travail universitaire. Tu avais commencé donc à l'université, qui s'intitulait « Écriture peinte, peinture écrite ». On est en plein dans le sujet. Tu peux nous dire d'un mot de quoi il s'agissait ? De quoi il s'agissait? Je m'en rappelle plus. Ça, c'est vraiment une colle. Bon, alors, comme universitaire. Non, mais c'était autour de ce qui apparaît dans la peinture, de l'écriture qui apparaît dans la peinture, et vice-versa. Mais là, le corpus m'échappe complètement, c'est affreux. Bon. Et puis surtout, quand j'ai commencé à faire ce travail, le prof m'a dit, là, maintenant, puisqu'il me connaissait déjà, il m'avait dit maintenant, il faudrait quand même écrire pour l'université de manière donc universitaire, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête. Mais c'était une très bonne, je trouve que c'était très bien de sa part. Donc il m'a donné l'autorisation de sortir. Alors, une autre anecdote, cette fois c'est avec Yves Ravet, ça aussi ça va te plonger dans la mémoire, Yves. Il se trouve que j'étais en 2007 membre d'un jury qui avait pour objectif au ministère des Affaires étrangères d'accorder de l'argent pour les écrivains qui avaient des projets littéraires, ça s'appelait l'émission Stendhal. Et tu avais été candidat, Yves, tu demandais un peu de subside pour aller au Canada et aux États-Unis pour faire une recherche sur Rothko, et tu avais le projet d'écrire quelque chose qui devait s'appeler le roman du monochrome, qui, disais-tu, te portait à la fois à la recherche de Rothko, mais aussi des grands espaces américains.
Alors, de fait, ce texte existe, le roman du monochrome. Il n'est pas publié, je crois, mais en plus, ce n'est même pas un roman. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce projet de roman a dévié vers autre chose? Qu'est-ce qu'il est devenu, ce roman du monochrome? Bon. Ça fait partie des questions qui ne sont pas toujours très faciles à traiter. Premièrement. Deuxièmement, ça peut paraître un peu complexe, non? Un peu compliqué de ma part. Hein. Donc, le roman du monochrome, c'est effectivement un texte que j'ai écrit à la base. À la base, c'est la contemplation d'œuvres de Rothko, de Marc Rothko, pas de problème. Et puis une extension, c'est vrai, vers Philippe de Champaigne, des choses comme ça, par rapport à des peintures souvent unies comme ça. Et je dois dire que je considère ce texte comme intéressant, certainement très intéressant, mais j'essaierai non pas de me défausser, mais de répondre à cette question qui me met un peu dans l'embarras, parce que je dirais que j'ai eu des propositions d'édition, et pour l'instant, très franchement, je n'en suis pas vraiment satisfait. Et j'en tiens pour preuve le fait que cette série de textes sur l'art que j'ai écrit, il m'est arrivé de reprendre un ou deux textes comme ça quand j'en ai la possibilité, quand j'en ai le temps. Et je dois dire que certains ont été remodelés par moi, si vous voulez, si tu veux, voire jusqu'au point d'en supprimer parfois le quart. Et je préfère quand même m'assurer d'une cohésion dans le contenu. Alors certains, je serai prêt à les publier, mais pas celui-là. Voilà. Donc, comme c'est celui-là spécifiquement que tu retiens, et que je signale que je suis... On y reviendra, parce qu'on reviendra à la fois à la question du roman et à la question du monochrome. Et justement, je parlais d'une sorte d'influence souterraine, en fait, comme si ce qui intervient dans votre écriture, ce qui peut-être se diffuse de l'art dans votre écriture, n'est pas véritablement une œuvre singulière, comme on a pu le voir ce matin, mais plutôt un type de questions que l'art se pose à lui-même, des formes de réflexion de type esthétique. Et j'évoquais tout à l'heure support-surface pour toi, Marilyn. Donc support-surface, pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, est un mouvement de peintre qui est apparu à toute fin des années 60, début des années 70, qui regroupait des artistes tels que Deleuze, Pagès, Pincemin, Sétour ou encore Viala, et qui se proposait, bon, je présente ça sous la vigilance de Marilyn qui peut-être corrigera, mais de dénuder la peinture, je dirais, c'est-à-dire de la rendre à ses seuls matériaux, d'enlever la toile du châssis, par exemple, et de peindre sur la toile ou sur le châssis, et de déborder de la toile, voire de déborder du châssis, de refuser la représentation ou l'expression qui avait été les fonctions premières de la peinture, de travailler avec des matériaux pauvres ou de récupération. Et donc la question que j'ai envie de poser à Marilyn, c'est dans ce rapport avec ce mouvement que tu as bien connu et dont tu as fréquenté les membres, qu'est-ce qui peut infuser dans ton écriture? Et peut-être je te propose une citation que j'ai relevée dans l'un de tes textes. Tu écris « Que vaut une littérature que l'on peut circonscrire à un sujet ?» D'une certaine façon, Support-Surface a refusé de circonscrire sa peinture à un sujet. Et dans ton œuvre, il me semble que la circonscription du texte est assez incertaine, que ce que tu appelles roman est parfois difficile à ranger dans cette catégorie, que tes textes ont du mal à être bornés, qu'elles débordent justement, qu'elles excèdent, un peu comme l'entreprise de Support-Surface se proposait de le faire. Est-ce que tu te reconnais dans cette présentation? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors il y a le fait que, eh bien, en effet, le tableau n'est plus cerné par son cadre, et qu'en effet, le cadre n'est pas une chose qui me tente en littérature. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec la fin. Je n'aime pas du tout les romans, au fond. Je n'aime pas finir un roman. Je n'aime pas le roman qui aboutit. Pour moi, c'est un petit peu un roman qui aboutit, c'est peut-être même un roman mort. Il y a sûrement cette question-là. Et puis aussi, c'est peut-être plus anecdotique, mais moi, ça compte beaucoup pour moi. Ce que j'ai pris de Support-Surface, c'est aussi le fait de faire quelque chose avec ce qu'on a sous la main.
ça rejoint un peu ce que disait Pierre Alféry tout à l'heure, avec du peu aussi. Et on peut penser à un mouvement qui était contemporain, l'arte povera, qui n'est pas exactement support surface, mais bon, il y a quand même des passerelles, avec ce qu'on a autour de soi. Je n'ai pas du tout le sentiment d'écrire des romans exotiques, des romans j'écris vraiment, ma contrainte, c'est vrai que ma contrainte, c'est d'écrire avec ce que j'ai autour de moi, avec le peu que j'ai autour de moi. Donc je vois aussi cette relation. Oui, et puis la toile libre, la contrainte, alors, en effet. Parce que c'est vrai que pour avoir parlé et pour avoir vu beaucoup d'œuvres de support surface, il y a cette radicalité de ne pas, comment dire, d'avoir une contrainte, précisément. Mais qui, évidemment, comme on le sait, crée une grande liberté. C'est la toile libre.